Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner de famille dans notre appartement à Lyon se transformerait en une révélation explosive, brisant des années de lutte que j'avais endurées sans connaître la vérité. Je m'appelle Julien, j'ai 27 ans et je cumule 2 emplois épuisants chaque jour pour rassembler l'argent du loyer que ma sœur aînée a insisté pour que je paie, quoi qu'il arrive. La table de la salle à manger était remplie des arômes d'un poulet rôti et d'une tarte aux pommes, mais la conversation restait superficielle, teintée de tension. Personne ne voulait aborder les vrais sujets alors que les assiettes passaient de main en main. J'ai raconté nonchalamment, en coupant ma part, comment mes doubles services en tant que serveur jusqu'à minuit, suivis des livraisons de colis à l'aube, me laissaient à peine le temps de dormir. Pourtant, je virais toujours les 1 200 € de loyer complet le premier du mois, car perdre cet appartement à la Croix-Rousse signifierait repartir de zéro après la perte de mes parents. Ma grand-mère, venue de province pour nous rejoindre, s'est arrêtée, sa fourchette en lévitation, et m'a fixé droit dans les yeux avant de poser la question qui a tranché chaque mot prononcé à table. Pourquoi paies-tu un loyer pour un appartement qui t'appartient ? Le temps a semblé ralentir alors que mon pouce emballait, ma fourchette tombant de mes doigts engourdis, la confusion inondant chaque pensée qui refusait de faire sens. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ai-je bégayé, la voix brisée sous le poids de son regard stable, incapable de comprendre comment cela pouvait avoir du sens après tous mes sacrifices. Ma sœur, assise juste en face, a soudainement fermé la bouche, la couleur quittant rapidement ses joues, la laissant l'air hanté au milieu du festin à moitié mangé, alors qu'un silence épais à couper au couteau s'emparait de la pièce, attendant que quelqu'un explique l'impossible. Si cette histoire vous prend déjà aux tripes, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de drames familiaux réels et partagez en commentaire ce que vous diriez à une sœur qui vous traite de cette façon, je les lis tous. Il y a 3 ans, tout dans ma vie s'est effondré en une seule nuit lorsque j'ai reçu l'appel auquel personne ne se prépare jamais. Mes parents sont morts sur le coup dans un grave accident de voiture sur l'autoroute alors qu'ils partaient pour un week-end qu'ils avaient planifié depuis des mois. La nouvelle m'a frappé comme une vague à laquelle je ne pouvais échapper alors que j'étais assis seul dans mon petit studio loin de la maison, pleurant en silence tout en essayant de gérer ce vide soudain. J'avais un emploi stable dans une autre ville à l'époque, construisant ma vie selon mes propres termes. Mais l'entreprise a annoncé des licenciements économiques quelques semaines seulement après les funérailles, me laissant sans revenu ni direction au pire moment imaginable. Ma sœur aînée, Élodie, a commencé à m'appeler presque tous les jours, la voix brisée par les larmes, me pressant de revenir à Lyon pour que nous puissions nous soutenir mutuellement dans le deuil au lieu de l'affronter séparément. Elle insistait sur le fait que nous avions besoin de la proximité familiale maintenant plus que jamais, promettant que cela nous aiderait à guérir ensemble après avoir perdu nos 2 parents si soudainement. Élodie m'a dit qu'elle avait déjà trouvé un appartement convenable dans le quartier de la Croix-Rousse avec un loyer raisonnable, expliquant que l'emplacement offrait commodité et un nouveau départ sans coûts exorbitants. Elle a fait sonner cela comme la solution parfaite, décrivant comment l'espace nous donnerait de la place pour reconstruire nos vies côte à côte tout en partageant les dépenses de manière pratique. Je lui ai fait entièrement confiance car elle était la seule famille qu'il me restait, acceptant de faire mes valises rapidement et de traverser la France pour la rejoindre sans hésiter. À mon arrivée, Élodie m'a tendu les papiers, disant que tout était prêt pour la signature afin que je puisse m'installer tout de suite, faisant entièrement confiance à son jugement. J'ai signé sans examiner chaque ligne car l'épuisement du deuil et du déménagement brouillait ma concentration, me rendant dépendant de ses conseils durant cette période vulnérable. Élodie a emménagé avec moi, partageant l'appartement dès le début. Pourtant, elle n'a jamais contribué au paiement du loyer, prétextant des difficultés financières temporaires dues à des changements récents dans sa propre situation professionnelle. Elle m'a assuré que la difficulté passerait bientôt, demandant de la patience pendant qu'elle réglait les choses, promettant de couvrir sa part une fois stable à nouveau. J'ai accepté l'arrangement, la croyant sur parole, me concentrant temporairement sur la recherche de moyens pour couvrir le montant total moi-même afin de garder un toit au-dessus de nos têtes. Ces premières conversations semblaient solidaires à l'époque, renforçant l'idée que nous naviguions la perte en équipe, même si le fardeau tombait plus lourdement sur moi au début. Avec le recul, je vois à quelle vitesse je me suis adapté à gérer les paiements seuls, envoyant de l'argent régulièrement pour maintenir la stabilité pour nous 2 sans me plaindre. Élodie exprimait sa gratitude, renforçant souvent ma décision d'aider pendant sa supposée mauvaise passe, rendant le déséquilibre justifié sur le moment. Le schéma s'est installé tranquillement au fil des semaines qui se sont transformées en mois où,
Seule, je m'assurais que le loyer arrive à temps pendant qu'elle se concentrait sur sa récupération personnelle de notre tragédie commune. Je n'ai jamais insisté pour avoir des détails sur ses finances, respectant l'intimité dont nous avions tous deux besoin après une perte aussi profonde, permettant à la situation de continuer sans contestation. Ce choix, ancré dans la confiance et le chagrin partagé, a posé les fondations de tout ce qui a suivi sans que je réalise à quel point la réalité était devenue inégale jusqu'à bien plus tard. Les premiers jours de retour à Lyon se sont passés dans un emploi du temps implacable de travail qui laissait peu de place pour autre chose alors que je poussais pour reconstruire une stabilité. J'ai rapidement trouvé un poste de nuit comme serveur dans un bouchon lyonnais local où le service du soir me gardait debout pendant des heures à gérer plusieurs tables sans vraie pause. Pour joindre les deux bouts, je me suis inscrit pour des missions de livraison de repas le matin via une application, prenant des commandes dès l'aube pour combler les vides avant que le service du soir ne reprenne. Cette double routine est devenue ma réalité quotidienne, drainant mon énergie petit à petit. Mais j'ai tenu bon, sachant que les factures n'attendraient pas que je récupère. Chaque mois, je virais l'intégralité des 1 200 € de loyer sur le compte qu'Élodie avait désigné, toujours à l'heure, même si cela signifiait sauter de petites dépenses qui semblaient autrefois normales. Les paiements se sont transformés en une habitude automatique que j'effectuais sans hésitation, croyant faire ma part pour garder notre foyer commun en sécurité après tout ce que nous avions perdu. Pendant ce temps, Élodie faisait fréquemment du shopping pour de nouveaux vêtements, commandant des colis qui arrivaient régulièrement ou se rendant dans les boutiques de la presqu'île le week-end, revenant avec des sacs qu'elle déballait nonchalamment dans le salon. Elle dînait aussi souvent dehors dans des endroits huppés avec des amis, prenant des photos de repas élaborés avant de les poster en ligne avec des légendes sur le fait de profiter de la vie malgré les défis. Ces mises à jour apparaissaient constamment sur mon fil d'actualité, soulignant des expériences bien éloignées de ma propre routine de service constant et de repas rapides entre deux boulots. Quelquefois, j'ai essayé d'évoquer le propriétaire réel pour obtenir des détails plus clairs sur le bail, sentant qu'il était logique d'en savoir plus sur l'arrangement que nous partagions. Chaque fois, Élodie répondait quelque chose comme « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. » Tout est géré, changeant rapidement de sujet pour me demander comment s'était passée ma journée ou mentionner des projets avec ses amis, laissant le sujet tomber. Élodie disait souvent des choses comme « Tu es tellement plus fort que moi, Julien. Tu gères toujours tout ce qui t'arrive », présentant mes efforts comme une force naturelle qui convenait à la responsabilité de payer le loyer. Ces commentaires semblaient encourageants en surface, m'incitant à voir la charge comme une preuve de ma résilience plutôt que de remettre en question le déséquilibre grandissant entre nous. J'ai progressivement senti l'épuisement s'installer plus profondément à force de travailler de longues heures chaque jour avec à peine assez de sommeil pour récupérer. Pourtant, je continuais à avancer parce que l'indépendance semblait être la seule voie après notre tragédie familiale. Le tribut physique se manifestait par une fatigue persistante et des maux de tête occasionnels. Mais je me disais qu'endurer cela forgeait le caractère, me préparant pour tout ce qui m'attendait. J'évitais de m'attarder sur la façon dont Élodie passait son temps librement pendant que je courais d'un travail à l'autre, me convainquant que la division était temporaire jusqu'à ce qu'elle trouve une meilleure assise. Au fil des mois, le schéma s'est solidifié sans confrontation car je priorisais la survie sur l'équité, acceptant le poids seul pour éviter le conflit dans notre cercle familial réduit. La tension s'accumulait silencieusement, affectant mon humeur et mon niveau d'énergie plus que je ne l'admettais, me concentrant plutôt sur le respect des échéances pour les factures qui soutenaient nos deux modes de vie sous le même toit. Je raisonnais que mes sacrifices maintenaient la paix, donnant à Élodie l'espace pour récupérer à sa manière, pendant que je gérais le côté pratique par pur effort. Cet état d'esprit m'a aidé à continuer jour après jour, même si le doute vacillait occasionnellement sur le fait que l'installation reflétait vraiment un partenariat égal ou quelque chose de tout à fait différent. Fin novembre, mamie Solange m'a envoyé un message disant qu'elle viendrait à Lyon pour un grand repas de famille, apportant une occasion rare pour nous de nous rassembler après des années de fêtes plus calmes. Élodie a réagi tout de suite, devenant visiblement agitée alors qu'elle passait des heures supplémentaires à nettoyer l'appartement, frottant des zones qui semblaient déjà impeccables et réorganisant les meubles plusieurs fois au cours des jours précédant la visite. Elle a expliqué cet effort par le désir que tout soit parfait pour mamie Solange, qui méritait de nous voir installés et confortables malgré les difficultés que nous avions affrontées depuis le décès de nos parents. Élodie a même acheté une nouvelle nappe, suggérant que cela ajouterait une belle touche au repas, rendant l'occasion plus complète pour nous tous. Le jour du repas,
Mamie Solange est arrivée portant une petite valise, franchissant la porte avec une étreinte qui a duré plus longtemps que d'habitude, comme pour se rassurer que je tenais le coup. Nous avons passé la matinée dans la cuisine ensemble, préparant le festin traditionnel, nous passant les plats tout en discutant de souvenirs plus légers des célébrations passées qui apaisaient le silence habituel. Mamie Solange se déplaçait dans les pièces, commentant à quel point l'emplacement semblait pratique pour se déplacer en ville, et comment l'espace offrait assez de place pour se sentir chez soi sans un entretien écrasant. La conversation coulait facilement pendant le repas avec des histoires de son côté de la famille, comblant les vides qui auraient pu sembler lourds, gardant tout le monde engagé au fil des plats. Vers la fin du repas, Mamie Solange a repéré un reçu de virement bancaire imprimé sur le comptoir de la cuisine, concernant mon précédent paiement de loyer, que j'avais laissé traîner après avoir vérifié mes comptes plus tôt dans la semaine. Elle l'a ramassé discrètement, examinant les détails de la transaction, y compris le montant et le compte destinataire, sans interrompre le flux de la conversation à table. Son visage a changé subtilement en lisant les informations, mais elle a reposé le papier, continuant à participer à la discussion comme si rien d'inhabituel n'avait attiré son attention. Élodie maintenait les sujets légers, interrogeant Mamie Solange sur son voyage en train et les événements récents au village, évitant tout ce qui concernait les dépenses quotidiennes ou la gestion du ménage. L'après-midi s'est prolongé dans la soirée avec un café dans le salon où nous nous sommes attardés sur le dessert, partageant plus d'anecdotes qui ont apporté de vrais rires au milieu du cadre familier. Mamie Solange a exprimé ses remerciements pour l'invitation, notant à quel point elle appréciait l'effort mis dans l'accueil et la chaleur qui rendaient la journée significative pour elle. Élodie a aidé à débarrasser la table rapidement une fois que Mamie Solange s'est excusée tôt, mentionnant la fatigue du voyage tout en évitant les regards prolongés qui pourraient trahir sa nervosité. Je ressentais une gratitude silencieuse pour la normalité que la visite apportait, offrant une brève pause dans la routine qui dominait la plupart de mon temps ces derniers temps. Les heures passées ensemble me rappelaient les petits liens familiaux qui nous unissaient encore, apportant du réconfort dans leur simplicité après tant de changements au fil des ans. Mamie Solange s'est installée dans la chambre d'amis pour la nuit, nous laissant, Élodie et moi, finir de ranger dans un calme relatif, chacun perdu dans ses pensées sur le déroulement de la journée. Cette soirée a marqué un changement que je ne pouvais pas encore nommer, avec le reçu ignoré planant en arrière-plan, prêt à altérer tout ce que nous avions accepté comme normal. Après le dîner, Mamie Solange m'a attiré sur le balcon pour une discussion privée, s'éloignant du salon où Élodie continuait de débarrasser la table sans remarquer notre sortie discrète. Elle a fermé la porte-fenêtre derrière nous, s'asseyant sur l'une des chaises avec un regard qui signalait que quelque chose d'important devait être discuté immédiatement. Mamie Solange n'a pas perdu de temps, demandant directement des explications sur le reçu de virement qu'elle avait repéré plus tôt, voulant tous les détails sur la façon dont je gérais les paiements de loyer mois après mois. « Dis-moi exactement ce que ce papier signifie, Julien », a-t-elle dit d'une voix basse. « Qui reçoit l'argent et depuis combien de temps cela dure-t-il » J'ai fait une brève pause, surpris par l'intensité de son ton, mais j'ai ensuite tout partagé, décrivant ouvertement la routine que je suivais religieusement depuis 3 ans. J'ai expliqué que je virais le montant total sur le compte désigné par Élodie chaque mois sans faute ni suspicion, croyant qu'il était de ma responsabilité de couvrir le coût de notre espace de vie commun. Je le fais depuis que j'ai emménagé, ai-je admis, pensant que cela maintenait les choses équitables entre nous après tous les changements dans notre famille. Mamie Solange a écouté attentivement, hochant la tête occasionnellement alors que j'exposais le schéma qui avait défini mes efforts financiers sans que je réalise les implications plus profondes en jeu. Une fois que j'ai fini de parler, elle a fouillé dans son sac à main, récupérant une chemise contenant des copies de documents qu'elle avait soigneusement gardés au fil des ans. Elle les a placés sur la petite table entre nous, révélant les papiers de succession et notariés que mes parents avaient établis bien avant leur accident, désignant spécifiquement cet appartement comme faisant partie de mon héritage personnel. « Ah, cette propriété t'a toujours été destinée, Julien », a déclaré clairement Mamie Solange. Tes parents ont tout mis en place pour assurer ta sécurité future, quoi qu'il arrive. Les mots sont tombés lourdement alors qu'elle soulignait comment Élodie avait dissimulé tous les papiers correspondants, assumant le contrôle du bien entièrement par elle-même sans jamais me divulguer les faits. Mamie Solange a souligné qu'un tel secret permettait à Élodie d'occuper et d'utiliser les lieux librement pendant que je les finançais sans le savoir par des paiements constants sur une longue période. Elle t'a caché ça exprès, a ajouté doucement Mamie Solange. Ce n'est pas comme ça qu'on traite sa famille.
La confusion s'est mêlée à une incrédulité croissante en moi alors que la réalité s'ancrait, remettant en cause tout ce que j'avais accepté sur notre arrangement depuis mon arrivée à Lyon. Mamie Solange observait ma réaction de près, offrant une assurance constante que la vérité éclatant maintenant ouvrait la porte pour corriger la situation correctement. Elle m'a conseillé de garder un calme absolu pour le moment, soulignant que les crises émotionnelles ne feraient que compliquer les choses alors que des étapes claires pouvaient résoudre le problème efficacement. Nous allons régler ça légalement et équitablement, a-t-elle promis fermement. Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau seul. Son engagement a fourni une ancre au milieu du choc, m'aidant à respirer à travers la première vague de trahison qui menaçait de tout submerger. Mamie Solange a rangé les documents dans la chemise, suggérant que nous rentrions bientôt pour maintenir les apparences, pendant que j'absorbais l'information en privé. L'échange a profondément changé ma perspective, révélant des couches de tromperie que je n'avais jamais soupçonnées. Malgré des années de dévouement silencieux de ma part, j'ai accepté son approche, faisant confiance à son jugement pour guider les prochains mouvements sans se précipiter dans une confrontation qui pourrait s'aggraver inutilement. Mamie Solange s'est levée la première, offrant une pression de soutien sur mon épaule avant de faire glisser la porte ouverte à nouveau, prête à rejoindre la soirée comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Cette conversation privée a marqué le tournant où l'ignorance a pris fin et où la détermination a commencé à se construire pour récupérer ce qui m'appartenait de droit depuis le début. Cette nuit-là, l'atmosphère dans l'appartement est devenue lourde et suffocante plus que jamais alors que Mamie Solange et moi rentrions du balcon avec le poids de notre conversation suspendue entre nous. Élodie avait clairement entendu des parties de ce que nous avions discuté car elle est soudainement apparue dans l'encadrement de la porte du salon, nous faisant face directement avec une expression mélangeant défensive et surprise à la fois. Elle a croisé les bras fermement, faisant quelques pas de plus avant de se lancer dans une explication qui semblait répéter mais tendue sous la pression du moment. « Je ne faisais que gérer les choses pour toi, Julien, » a dit Élodie rapidement. « Tu n'étais pas prêt à gérer quelque chose d'aussi gros juste après tout ce qui s'est passé avec nos parents. » Les mots sortaient comme une justification, tentant de présenter ses actions comme protectrices plutôt qu'égoïstes. Dans le silence tendu qui a suivi son entrée, Mamie Solange s'est tournée vers elle sans hésitation, la voix ferme, exigeant de la clarté sur la raison pour laquelle une information aussi importante est restée cachée pendant des années au lieu d'être partagée ouvertement. La confrontation directe a éclaté immédiatement entre nous trois avec des voix s'élevant progressivement alors que des émotions refaisaient surface, restées enfouies jusqu'à ce point. Élodie a admis avoir gardé le secret, mais a continué à rejeter la faute, insistant « Je n'ai jamais posé de questions spécifiques sur la propriété ou les papiers pendant tout le temps où nous avons vécu ensemble. » Si tu t'y étais intéressé toi-même, a argumenté Élodie, haussant le ton, tu l'aurais su plus tôt au lieu de supposer que je cachais quoi que ce soit exprès. Ces accusations m'ont piqué au vif, alimentant l'échange alors que Mamie Solange l'interrompait sèchement, condamnant l'exploitation de la confiance familiale qui permettait à une sœur de profiter pendant que l'autre luttait inutilement. Ce n'est pas de la gestion, Élodie, a déclaré sévèrement Mamie Solange. C'est profiter de quelqu'un qui te faisait entièrement confiance pendant sa période la plus difficile. Ces mots portaient une autorité, tranchant à travers les excuses et soulignant la trahison qui était restée incontestée bien trop longtemps. J'ai senti la pression monter en moi et finalement céder alors que la colère se mêlait à des années d'épuisement, me poussant à parler pour la première fois avec toute ma force, étalant chaque grief accumulé silencieusement. Tous ces mois à travailler des services sans fin juste pour payer un endroit qui était à moi, ai-je dit, la voix tremblante mais stable, pendant que tu vivais confortablement sans lever le petit doigt, connaissant la vérité tout le temps. L'aveu de l'injustice a jailli, révélant comment l'effort constant m'avait usé émotionnellement autant que physiquement, me laissant me sentir invisible dans ma propre maison. Élodie a essayé de se défendre à nouveau, revendiquant de bonnes intentions, mais les réponses n'ont fait que souligner le fossé entre son confort et mes sacrifices, rendant le déséquilibre impossible à ignorer davantage. Mamie Solange a soutenu mes paroles, renforçant que la loyauté familiale exigeait l'honnêteté, pas la dissimulation, surtout quand cela impactait la sécurité de quelqu'un si profondément. L'argumentation s'est intensifiée brièvement avec des points soulevés de chaque côté. Pourtant, la vérité centrale restait indéniable, déplaçant le pouvoir dans la pièce vers la résolution plutôt que la tromperie continue. J'ai exprimé la profonde blessure de réaliser que mes efforts finançaient un style de vie construit sur des informations retenues qui auraient pu tout changer bien plus tôt.
Les défenses d'Élodie ont faibli sous la pression combinée, finissant par se taire alors que la réalité s'installait sans autre déni possible. La confrontation nous a tous épuisés, laissant les sentiments à vif exposés, mais dégageant aussi l'espace pour ce qui devait arriver ensuite sans évitement. Mamie Solange a conclu l'échange en déclarant fermement que les excuses ne comptaient plus et que des actions étaient requises pour corriger le tort causé pendant des années. Cette discussion intense a dépouillé les faux-semblants, révélant des dynamiques que j'avais négligées dans mon désir de maintenir la paix après le deuil. La nuit s'est terminée avec une tension non résolue persistante. Pourtant, le chemin à suivre semblait plus clair qu'avant, malgré la douleur qu'il faisait remonter à la surface. Les 2 semaines suivantes ont passé avec de nombreux appels et de la paperasse juridique alors que Mamie Solange prenait en charge le rétablissement des choses sans délai. Elle a immédiatement contacté le notaire de famille qui avait rédigé l'acte de propriété initial du temps de mes parents, s'assurant que quelqu'un de familier avec les détails traitait le dossier efficacement. Le notaire a examiné les documents fournis par Mamie Solange, confirmant chaque aspect de l'intention originale et agissant rapidement pour restaurer la pleine propriété de l'appartement directement à mon nom. Les mises à jour arrivaient régulièrement par email et discussions téléphoniques, décrivant les étapes prises pour annuler tout changement non autorisé effectué au fil des ans. Élodie a reçu une mise en demeure formelle du notaire décrivant l'obligation de quitter les lieux sous 30 jours, complète avec les références aux dispositions testamentaires vérifiées qui ne laissaient aucune place à la contestation. Le document est arrivé en recommandé, forçant la reconnaissance de la situation et déclenchant des conséquences immédiates pour son logement. Élodie a dû vendre plusieurs objets personnels qu'elle avait accumulés, y compris des meubles et de l'électronique, pour régler des dettes de cartes de crédit accumulées par des années de dépenses sans contribution aux revenus. Ces ventes se sont faites rapidement via des annonces en ligne et des acheteurs locaux, réduisant considérablement ses possessions alors que la date butoir approchait sans extension possible. Elle a fini par emménager dans un petit studio en banlieue lyonnaise, acceptant un espace plus restreint et une gestion plus stricte des charges pour s'adapter à son budget ajusté. Élodie a également pris des services supplémentaires le soir dans un emploi de vente pour couvrir ses dépenses courantes maintenant que l'arrangement précédent ne soutenait plus ses choix de vie. Le changement marquait un contraste frappant avec le confort qu'elle maintenait pendant que je gérais les paiements seule, soulignant l'impact réel des décisions prises dans le secret. J'ai reçu le nouveau jeu de clés directement du notaire lors d'un court rendez-vous où les transferts finaux ont été complétés, scellant officiellement la transition de propriété. Tenir ces clés ressemblait à reprendre le contrôle après une incertitude prolongée, fournissant la preuve tangible que l'endroit m'appartenait vraiment sans conditions attachées. J'ai changé toutes les serrures moi-même le jour même, engageant un serrurier local pour installer du matériel neuf, assurant une sécurité complète pour l'avenir, indépendamment des accès passés. Le processus a apporté un sentiment de clôture mêlé de soulagement, sachant que personne ne pourrait entrer sans ma permission à partir de ce moment. Mamie Solange prenait des nouvelles fréquemment durant ces semaines, offrant des conseils sur des détails mineurs comme la mise à jour des comptes d'électricité et l'enregistrement correct de l'acte à mon seul nom. Son implication maintenait une dynamique constante, évitant les retards qui auraient pu prolonger l'inconfort pour tout le monde. Le départ d'Élodie s'est fait discrètement à la date spécifiée avec une interaction minimale, laissant derrière elle un espace prêt à être occupé pleinement selon mes propres termes. L'appartement était vide de ses affaires, permettant de nouvelles possibilités alors que j'envisageais de petits changements pour qu'ils reflètent mes préférences plutôt que des compromis partagés. Recevoir le contrôle total a levé un poids que je portais sans le savoir depuis des années, remplaçant l'épuisement par un optimisme prudent concernant ma vie indépendante à venir. La résolution légale a renforcé des limites qui auraient dû être établies il y a longtemps, protégeant ce que mes parents avaient prévu pour ma stabilité dès le début. Mamie Solange a exprimé sa satisfaction quant au résultat, notant comment la justice avait prévalu par les voies appropriées sans drame inutile au-delà de la révélation initiale. J'ai apprécié son rôle dans la conduite du processus, transformant le choc en étapes concrètes qui ont restauré l'équité efficacement. Le changement a finalisé un chapitre défini par le déséquilibre, ouvrant la place à une croissance personnelle non entravée par des obligations cachées ou une confiance mal placée. Ces semaines ont transformé l'incertitude en certitude, solidifiant ma position et permettant de me concentrer sur des plans futurs sans doute persistants sur les fondations sous mes pieds. Des mois plus tard, j'avais vraiment pris le contrôle total de mon propre espace de vie, profitant de la liberté qui venait avec des décisions prises uniquement pour mon confort et ma paix.
J'ai bloqué le numéro de téléphone d'Élodie ainsi que tous ses comptes sur les réseaux sociaux et tout autre moyen par lequel elle pourrait me contacter, choisissant d'éliminer les canaux qui pourraient ramener une tension inutile. Aucun message ni appel n'est venu de son côté depuis le jour où elle a déménagé, laissant un silence complet qui semblait protecteur plutôt que vide avec le temps. J'ai commencé à réorganiser l'appartement pour qu'il corresponde à mes goûts personnels, ajoutant de petites touches comme de nouveaux luminaires et des plantes qui rendaient les pièces plus chaleureuses et accueillantes qu'avant. Les changements ont apporté un sens plus profond du confort, me permettant de me détendre pleinement dans un endroit qui reflétait enfin ma vie au lieu des compromis partagés du passé. Les week-ends impliquaient souvent de prendre la voiture pour aller voir Mamie Solange, passant des heures à parler de tout, des nouvelles quotidiennes aux réflexions plus profondes sur les dynamiques familiales que nous valorisions tous les deux. Ces voyages ont renforcé notre lien, fournissant un soutien constant alors qu'elle partageait la sagesse acquise de ses propres expériences tout en écoutant patiemment mes pensées sur la façon d'avancer. Ma meilleure amie, Chloé, a commencé à passer plus fréquemment, apportant des plats à emporter ou s'asseyant simplement ensemble alors que je m'ouvrais sur les changements dans ma perspective et mes émotions. Elle offrait des encouragements sans jugement, toujours prête à me rappeler les forces que je négligeais parfois durant les moments plus difficiles, aidant à reconstruire ma confiance étape par étape. La présence de Chloé est devenue une source fiable de positivité, renforçant le fait que les relations saines prospèrent sur le respect mutuel et l'honnêteté plutôt que l'obligation. J'ai décroché un nouvel emploi avec de meilleurs horaires et un meilleur salaire, me permettant de ne travailler qu'un seul service au lieu de jongler avec deux, ce qui a libéré de l'énergie pour des loisirs et du repos qui m'avaient manqué pendant des années. La stabilité a amélioré mon bien-être général, réduisant le stress qui dominait autrefois chaque journée et ouvrant de l'espace pour des projets axés sur la croissance personnelle. Avec le recul, l'expérience m'a appris l'importance vitale de fixer des limites fermes, même avec la famille, reconnaissant que l'estime de soi ne dépend jamais de l'approbation ou des sacrifices des autres. Elle a mis en évidence à quel point vérifier personnellement les documents juridiques et les questions financières peut empêcher une exploitation à long terme tout en protégeant les actifs destinés à la sécurité individuelle. La véritable émancipation vient de la valorisation de sa propre voix et de ses besoins sans culpabilité. Comprendre que couper les liens toxiques préserve parfois la santé mentale et les opportunités futures bien mieux qu'une harmonie forcée ne le pourrait jamais. Merci du fond du cœur d'être resté avec cette histoire jusqu'à la fin. Votre patience signifie tout pour moi car partager ces expériences réelles semble vulnérable mais nécessaire. J'apprécie vraiment chaque spectateur qui a écouté les passages difficiles et j'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre.